Sans le savoir, tout le monde tient maintenant pour des faits ce qui ne fut longtemps que rebuts purs et simples, ce qu'on appelait les actes manqués. De même, pour ce qui s'était réduit à la portée d'objets curieux qu'un amateur faisait valoir d'un coup de revers de manche, les rêves. Remarquons que tout le monde sait le nom de Freud, grâce à qui notre idée des choses s'est ainsi complétée. On soupçonne encore que, pour le mot d'esprit, il a apporté quelque chose qui ne permet plus d'en considérer l'effet de rire comme futile. Que le mot d'esprit est devenu un fait digne d'une considération autre que purement philosophique. La voix de Jacques Lacan. Bonjour Gérard Pommier. Oui, bonjour. Jacques Lacan qui évidemment irrigue votre dernier ouvrage Occupons le rond-point Marx et Freud. Il y a aussi Freud bien sûr Oui. aux éditions le Retrait. Le mot d'esprit est devenu un fait, nous dit Jacques Lacan. Vous êtes vous psychiatre et psychanalyste, professeur des universités et cofondateur de la Fondation européenne de psychanalyse, et vous avez pris l'initiative l'année dernière, peut-être justement animé par cette idée que l'esprit devient un fait. Vous avez pris l'initiative avec d'autres psychanalystes de vous rendre sur les ronds-points et d'écouter celles et ceux qui les occupaient dans un mouvement de protestation protéiforme que les sciences sociales peinent encore à décrire, faute d'enquête et de temps suffisant. Mais vous en avez tiré donc cet essai qui, dites-vous, est un manifeste à la première personne. Il ne s'agit pas d'un recueil de portraits de gilets jaunes en analysant de leur propre mouvement comme ce serait comme s'ils analysaient le refoulé social, mais d'une tentative de réinscrire la psychanalyse dans le champ politique, car c'est un livre très politique qui affirme comme contre l'illusion de neutralité, dites-vous, que l'histoire s'écrit sur le divan et que c'est la place du psychanalyste de recueillir cette histoire au centre de votre réflexion, la parole évidemment comme bien commun. C'était important pour vous de prendre la parole en tant que psychanalyste et de le faire à la première personne à l'occasion de ce mouvement social. Pourquoi, Gérard Pommier ? Bien sûr, bien sûr. D'abord, dans la courte allocution de Lacan, il y a ce mot de rêve. Et en effet, le rêve, c'est bien ce qui a, je dirais, animé le mouvement, le rêve d'une autre vie. Et en quelque sorte, nous, en tant que psychanalystes, le rêve, c'est notre affaire. Pas seulement le rêve individuel de chacun, c'est pour ça j'écris à la première personne, mais d'autres rêvent eux aussi à la première personne. Nous sommes des millions de rêveurs à rêver d'un monde où la parole serait possible, et c'est justement dans cette impossibilité de la parole que s'est déclenché ce mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement vraiment historique extraordinaire, qui restera sûrement dans l'histoire comme mai 68, comme d'autres grands mouvements qui ont émaillé l'histoire de France comme une balançoire depuis 1789, toujours animée par le rêve. Et nous, psychanalystes gilets jaunes, bizarrerie de psychanalystes gilets jaunes, contre la doxa de beaucoup de nos confrères qui, en effet, sont plutôt précautionneux, contrairement à Freud d'ailleurs, puisque Freud a toujours été engagé politiquement, c'est ce qu'on ignore. Il a écrit de grands pamphlets pour la paix, avec Einstein, avec Romain Rolland. Il a toujours été engagé, il a ouvert des dispensaires gratuits à Moscou, à Berlin, à Vienne. On ignore cet engagement politique de Freud, qui a effectivement, je dirais, beaucoup d'importance et qui a été, il faut bien le dire, laissé franchement de côté par la psychanalyse, on peut dire, orthodoxe, si je peux. Utiliser ce terme d'orthodoxie, Gérard Voilà. Pommier. Dans cet ouvrage, dans cet essai, dans ce manifeste, Oui. vous me direz comment il faut le décrire. Vous dites que les psychanalystes sont les serviteurs des rêves et qu'ils doivent être du côté des rêveurs qui sont les dominés. Ceux qui portent ces rêves pour pas être les suppôts de l'idéologie dominante. Il y a Oui. donc aussi une lecture évidemment très politique, je le disais, Oui. qui s'inscrit dans une histoire
le sous-titre, c'est Freud, mais c'est aussi Marx, donc dans une histoire de la gauche, de l'extrême gauche, du communisme. C'est ça, tout à fait. Je veux dire, dans communisme, il y a communication. C'est une remarque que fait Denis Mascolo, qui est vraiment tout à fait importante, parce que, évidemment, il y a le communisme historique sur lequel on peut dire des choses fort négatives. Et puis, il y a je dirais, ce qui est lié à la communication, parler à l'autre, ou ne pas lui parler, que l'autre ne réponde pas. Par exemple, M. Macron n'a jamais, enfin dans tous les discours que j'ai entendus, n'a jamais dit une seule fois le mot gilet jaune. C'est-à-dire il y a une non-reconnaissance qui prive de parole, qui rend des gens qui sont silencieux, privés de parole, privés de savoir. En réalité, leur prise de position, c'est ce qui a déclenché la parole dans tout le pays et même au-delà. Il n'y a jamais eu autant d'échanges de paroles que depuis que ce mouvement s'est déclenché. Même M. Macron a été obligé d'instaurer des grands débats dans le public, etc. Évidemment, des débats faits à la mesure de ce qu'il souhaitait. Mais il y a été obligé parce que la parole était désormais dans la rue. Et ça, c'est une spécificité du mouvement unique au point de vue historique, ce qui s'est déclenché depuis un an. Et qui s'articule, comme on l'a dit à plusieurs reprises, autour de la parole. On y reviendra évidemment, mais puisque vous avez cité son nom, Dionys Mascolo, je vous propose de l'écouter justement sur ce que signifiait pour lui l'engagement communisme. Il s'exprimait, c'est un extrait de l'émission Créationnaire en 2016. L'idée communiste, pour nous, c'était aussi une manière de parvenir enfin à appartenir à ce que désigne le mot peuple, duquel nous étions plus ou moins séparés par des habitudes singulières, peut-être d'esthètes, comme je disais tout à l'heure, qui nous mettaient à part du peuple. L'idée communiste nous réintroduisait dans le peuple, qui est un mot d'une définition difficile. C'est l'idée de peuple. Le mot communiste, lui, ou communisme, a assez largement disparu de discours politiques marqués par l'expérience de l'URSS. En revanche, la notion de peuple, elle a ressurgi très fortement ces dernières années. Gérard Pommier, on voit, et Dionys Mascolo le dit, la difficulté de savoir de quoi on parle, de qui on parle quand on parle de peuple. Mais en tout cas, quand on descend sur les ronds-points, comme vous l'avez fait, et tel que vous le décrivez dans ce livre, on a l'impression que c'est eux qu'on rencontre. C'est eux qu'on rencontre. Le peuple, bon, il en existe des définitions, par exemple celle de Jean-Jacques Rousseau. Le peuple, c'est celui qui se bat pour un contrat social. Le contrat, il est sur la table, il est déjà signé, liberté, égalité, fraternité, mais il n'est pas mis en œuvre. Donc le peuple, il est en quelque sorte divisé entre celui qui lutte pour l'actualisation de ce contrat, pour des choses simples, pour une vie décente, pour l'actualisation de ce contrat, tout simplement. Voilà. Donc, le peuple est divisé. Le peuple est divisé, même divisé contre lui-même. Il peut très bien, dans des périodes historiques, le même peuple qui a voté pour Lula au Brésil peut très bien voter pour Bolsonaro quelques années ensuite. Le même peuple qui a fait la révolution de 1789 peut très bien mettre un Napoléon au pouvoir quelques années plus tard. Donc il faut se garder d'une définition simpliste du peuple. Le peuple n'est pas, je dirais, c'est impossible de le définir par le simple fait qu'il veut se libérer de ses chaînes. Parce qu'en réalité, le peuple, il est affectivement divisé. Il garde dans son idée du pouvoir politique celle de sa première enfance. C'est en cela, c'est-à-dire que
C'est l'amour du père et la nécessité, en quelque sorte, de grandir avec lui, mais contre lui, qui se reproduit plus tard au niveau de la société tout entière. Ce qui fait qu'il y a cette division intrinsèque au peuple qui fait ce jeu de balancier historique entre, on peut dire, la droite et la gauche, qui ne sont pas des notions de lutte de classe, mais des notions purement affectives. Une balançoire entre révolte libératrice et retour oppressif du pouvoir, dites-vous dans cet ouvrage Occupons les ronds-points, Marx et Freud, Gérard Pommier, une balançoire qu'ont emprunté les Gilets jaunes selon vous. Est-ce que c'est possible malgré tout après ce que vous venez de dire, l'importance de la parole, la difficulté de définir ce qu'est le peuple, en psychanalyste, faire parler ces gilets jaunes d'une seule et même voix? Ou est-ce que c'est même ce que vous tentez de faire? Non, la voix qui parle, c'est la voix qui demande la réalisation du contrat social, c'est la voix qui lutte. Je veux dire, l'avant-garde qui lutte, ça peut être un tout petit piquet de grève devant un McDonald's, représente bien plus, je dirais, le peuple qu'une masse qui consent et qui se soumet. Donc il faut bien voir en quoi la psychanalyse est-elle concernée. Je vais employer une image très schématique, mais celui qui vient sur un divan pour parler, il veut se libérer de quoi? Il veut se libérer de son enfance, de ses oppressions de l'enfance. Il veut se libérer de la tutelle de son père. Et à peine il y arrive, qu'il tombe dans la société où il rencontre la tutelle du chef de la société. En quelque sorte, tous les psychanalystes devraient être révolutionnaires, en quelque sorte, de gauche. On peut dire que c'est loin d'être le cas. Il faut dire que ça a été un scoop dans le milieu psychanalytique quand on a fait notre première manifestation du 10 février. On n'était pas nombreux, on était une centaine au maximum. Mais c'est un moment clé où nous, petit nombre, nous disons quelque chose de, en effet, notre rapport au rêve collectif. Au rêve collectif qui est un peu abîmé par le mot de communisme, comme Dionys Mascolo le faisait remarquer tout à l'heure. Mais c'est pas ça. Je veux dire, le mot communisme, il a une dimension mystique, de communauté mystique, qui est tout à fait frappant dans un certain nombre de symboles pendant tout ce mouvement. Par exemple, l'effondrement de la flèche de Notre-Dame, ce qui s'est passé le soir. Qui n'a rien à voir directement avec le mouvement des Gilets jaunes, mais que vous traitez comme un oracle, comme une pitié. Moi, je traite ça comme un symbole. Ce sont des symboles. Il y a de grands symboles comme ça qui se relayent dans l'histoire, c'est-à-dire, par exemple, des symboles comme le bonnet phrygien, le bonnet grec, le bonnet des républiques grecques, qui se retrouvent dans la République française. Ce sont des symboles qui franchissent les siècles, qui franchissent même les millénaires. Et c'est vrai que, évidemment, un esprit rationnel dira que si la flèche de Notre-Dame s'effondre au moment même où Macron doit annoncer les résultats de son grand débat, c'est un hasard. Mais pour celui qui voit l'événement, et qui ensuite n'entend plus jamais parler des résultats du grand débat, cela devient un symbole. Et il y a comme ça des grands symboles qui ont migré pendant tout ce mouvement de manière vraiment frappante. Par exemple, jusqu'au 14 juillet de l'an dernier. Parce que le 14 juillet, ça a toujours été une double fête. Il y a d'un côté le 14 juillet républicain de la prise de la Bastille, et d'un autre côté le 14 juillet du rétablissement d'un supposé consensus
où ce sont les forces armées qui défilent. Eh ben, ce 14 juillet-là, le dernier, ce sont, je dirais, les gilets jaunes qui ont essayé de rentrer sur le parcours, c'est-à-dire de rétablir ce que le symbole de la prise de la Bastille, du chant des gilets jaunes, le premier soir le plus insurrectionnel. La Marseillaise chantée autour de la tombe du soldat inconnu, qui est un point qui vous intéresse particulièrement, en tout cas auquel vous vous référez à plusieurs reprises, Gérard Pommier, dans cet essai. J'avais quand même une question, encore une fois, sur ce rôle et ce rôle de psychanalyste ou des psychanalystes face au mouvement social, mais en inversant un petit peu la perspective et en vous demandant dans quelle mesure, selon vous, le social se construit sur le divan, c'est-à-dire qu'on a une représentation de la psychanalyse comme d'une relation individuelle de l'analyste avec l'analysant, et pas du tout comme de quelque chose de social, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et donc, je voulais savoir, selon vous, dans quelle mesure le social se construit sur le divan, avec peut-être en filigrane cette question de savoir si vous avez vu évoluer, c'est-à-dire si les gens ils viennent de plus en plus vous voir chez vous pour des raisons qui sont moins individuelles et peut-être plus collectives, de l'ordre de la vie sociale. Oui. Mais la question, c'est que tout ce qui est individuel, le plus intime, est repris au niveau du social. Si vous voyez par exemple la question du genre, de l'oppression des minorités sexuelles, évidemment que cela prend racine dans l'enfance. C'est extrêmement intime. Et beaucoup de patients parlent effectivement de ça, de la honte qu'ils ont, de leur souffrance dont ils se libèrent actuellement. Comment ? Grâce à une action politique. Et des personnes comme Michel Foucault ou Judith Butler ont bien fait remarquer que finalement, c'est le politique qui prime sur l'intime, que pour libérer l'intime, il y a une nécessité d'une action politique de toutes ces minorités sexuelles, par exemple. Mais c'est vrai pour d'autres minorités aussi. Pour minorité, ce n'est pas le bon mot. Pour des gens qui sont tenus en minorité. Par exemple, les femmes. Hein, les femmes qui sont humiliées, traitées comme elles le sont, c'est la même chose. Sur le divan, elles racontent ce qui leur est arrivé dans leur petite enfance et qui s'est reproduit quand elles ont été piégées, coincées, même par leur propre amour, même par leur propre désir quand elles étaient jeunes filles, adolescentes. Comment est-ce qu'ils vont se libérer de ça ? Comment ? Est-ce que c'est l'analyse toute seule qui va leur permettre ? L'analyse, ça va leur permettre peut-être de diminuer les insomnies, de diminuer un certain nombre de choses. Mais quand ces choses-là sont inscrites dans le corps, ça se répète toute la vie, ça fait souffrir toute la vie. Donc, l'issue, c'est quoi ? C'est une issue politique. C'est ce qui se passe actuellement avec toutes les femmes qui ont enfin... Le courage, c'est un mot difficile. C'est un courage extrême de révéler leur intimité de cette façon-là, à la radio, en public, ne serait-ce qu'en portant plainte, simplement. C'est ce que vous entendez par cette expression quand vous dites c'est l'inconscient qui porte l'histoire ? Oui, c'est ça. L'inconscient avance sur un divan. C'est une expression qui me plaît beaucoup parce que vraiment, j'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose. Par exemple, quand il y a un mouvement qui naît, comme le mouvement des Gilets jaunes, personne ne l'a prévu. C'est tout à fait, ça arrive, c'est de façon, je ne peux pas dire comme un acte manqué, comme quelque chose d'inconscient. Pour un petit détail, qui généralement n'est pas un détail, le relèvement d'une taxe, le relèvement du prix de l'essence, un petit détail précis qui dénote le pouvoir d'État, celui qui ne veut pas adresser la parole, celui qui coupe avec les gens qui finalement se révoltent.
Alors, Gérard Pommier, je le disais, votre essai Occupons le rond-point est sous-titré Marx et Freud, deux Ouais. noms qui ne sont pas toujours accolés l'un à l'autre, ou en tout cas, dans la bouche d'un psychanalyste, on se demande ce qui peut bien les rapprocher. Et ce que vous dites, c'est que chacun, selon son style et s'ignorant l'un l'autre, Marx et Freud ont esquissé le portrait d'un pouvoir qui vient du fond du temps porté par l'enfance. Et c'est de ça qu'il s'agit aussi dans ce mouvement des Gilets jaunes. C'est en ça qu'on peut les rapprocher l'un à l'autre. Évidemment, le rapport à la parole, aussi à la prise de parole. Oui, et puis le rapport au pouvoir politique. Finalement, je veux dire, si on n'a pas une vue, comment dire, c'est vrai que les marxistes qui luttent, les marxistes du quotidien, euh, ils ont pris le côté pratique de Marx, ils n'ont pas vu sa dimension, je dirais, mystique, parce que c'est Marx lui-même qui emploie cette expression de mystique de la marchandise, par exemple. Euh, alors, on peut dire, Marx est fondamentalement matérialiste. Oui, c'est vrai, matérialisme historique, c'est la façon de produire, les classes qui exploitent les autres, etc. C'est tout ça qui guide l'histoire jusqu'à la libération par le dernier exploité, le prolétaire, etc. On connaît bien ce schéma. Mais si on regarde Freud, qu'est-ce que c'est qui initie l'histoire pour Freud? Ce qui initie l'histoire pour Freud, c'est, je dirais, un crime fondateur. Ce qui fonde une religion, Jésus-Christ par exemple, mais on peut prendre dans toutes les religions, il y a toujours quelque chose de sacrificiel au départ qui pousse vers un désir de rédemption, de se racheter, d'avancer. Eh bien voilà un moteur qui est également matériel, c'est un autre matérialisme historique et qui est guidé par ce qu'il a imprimé dès le départ, le sacrificiel. Et du point de vue de ce matérialisme historique spécial de Freud, qu'est-ce que c'est qui est majeur? C'est le sadisme, le masochisme, le voyeurisme, l'exhibitionnisme. Les classes dominantes, c'est une erreur de penser que c'est juste parce qu'elles veulent faire des bénéfices. Pas du tout, elles en ont déjà plein d'argent. Non, ils aiment bien entendre les larmes autour d'eux, ça leur plaît beaucoup. Je veux dire, ce serait si facile de donner un petit peu de tous ces bénéfices, pas du tout. C'est possible d'écrire une histoire guidée par le sadisme et le masochisme. Je veux dire, faut voir les guerres énormes, etc., depuis le début des temps. Il y a des preuves, je dirais, matérielles, que c'est bien comme ça aussi que se déroule l'histoire. Donc Marx et Freud, avec deux matérialismes, je dirais, différents, se rejoignent sur le rond-point où il y a des gilets jaunes. Vous écoutez Voilà. France Culture, il est 13h18, c'est la grande table avec Gérard Pommier, psychiatre et psychanalyste, qui publie Occupons le rond-point, Marx et Freud aux éditions Le Retrait. France Culture, la grande table, Raphaël Bourgois. Alors Gérard Pommier, on commence à entrer un petit peu dans le dur de l'essai, en tout cas dans ce qui fait peut-être l'apport principal du regard psychanalytique sur la situation politique et ce qui certainement prête le plus à discuter. Donc allons-y sur cette interprétation, par exemple, de la démocratie comme un régime de frères dans lequel le père, c'est-à-dire le chef, devient le père et est présenté comme un sadique. C'est-à-dire, vous l'avez dit à l'instant, il y a une forme de sadisme de celui qui domine sur les dominés, et c'est le moteur de la politique. Et est-ce que c'est là, comment dire, une interprétation qui trouve un fondement, et où trouve-t-il ce fondement, où trouve-t-elle ce fondement, cette interprétation, selon vous? Écoutez, on peut prendre le problème un petit peu latéralement, mais qui le démontre de façon tellement générale que je crois que c'est beaucoup plus convaincant. Celui qui brigue le pouvoir, c'est un frère. C'est un frère qui demande le suffrage de ses copains pour les représenter. Mais dès qu'il est au pouvoir, il change de place. C'est plus un frère. C'est fini. Et généralement, tout le temps, il trahit. Tout le temps, je veux dire, son programme, etc., s'il en a un,
D'abord, il ne trahit pas en disant, par exemple, au moment des élections, attention, vous allez souffrir, il va falloir en baver pour y arriver. Mais surtout, alors qu'il est au pouvoir, alors qu'il pourrait faire le bien, eh ben, il faut que d'une façon ou d'une autre, il trompe, il prenne de l'argent. Regardez la reine d'Angleterre, elle n'a pas besoin de s'en faire pour ses vieux jours. Eh bien, il faut qu'elle aille cacher une partie importante de ses biens dans les paradis fiscaux. Regardez Carlos Ghosn. Il avait besoin de faire tout ça avec tout l'argent qu'il avait, de tromper le fisc japonais. Il n'en avait pas besoin. Il n'en avait pas du tout besoin. C'est une espèce je dirais, de perversion, on peut dire, de celui qui occupe cette place du père, on peut dire. Je pense qu'il faut préciser ce terme de perversion, parce que vous l'utilisez à plusieurs reprises. Là, vous venez de l'utiliser dans la question du pouvoir. Il y a une autre forme de pouvoir qui est le pouvoir de l'argent, le capitalisme, que vous décrivez aussi comme une perversion. Ce sont vos mots. Le pervers adulte reste dans l'enfance du point de vue érotique, mais avec les moyens de la sexualité adulte. En quoi cette approche par la sexualité, par la perversion, et qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Il faut peut-être préciser qu'il ne s'agit pas d'une approche normative de la perversion. Il ne s'agit pas d'exclure le pervers de la société et de dire que la perversion Non. c'est mal. C'est un peu autre chose qui se joue là, Gérard Pommier. Absolument. Je crois que le plus frappant, et j'espère que c'est un apport de mon travail, c'est la conception du fétichisme de Freud et de Marx, où ils se rejoignent. C'est-à-dire, pour Freud, le pervers utilise un fétiche pour dominer une femme. Il lui infile de force une chaussure, il l'habille d'une certaine façon, et ainsi de suite. Et de cette façon, il arrive à la dominer, à profiter d'elle. Et la conception de Marx, de Freud, c'est le fétichisme de la marchandise, c'est-à-dire à peu près dans la même période historique et sans se connaître, Freud et Marx ont employé exactement le même terme de fétiche. Et pour Marx, le fétiche, c'est la plus-value, la livre de chair, le bénéfice qui est extrait du travail du prolétaire. C'est ça pour lui le fétiche, cette plus-value, en quelque sorte, qui lui permet la même chose de dominer celui qui travaille pour lui. C'est ça. Donc, avec ce terme de fétichisme qui fait que Freud et Marx ne se rencontrent pas par hasard sur le même rond-point, ce sont des frères siamois sur la question du fétichisme. Ça peut être suffisamment parlant pour qu'on voit bien que entre une conception singulière du fétiche et une conception socialisée, extraction de la plus-value qui sert de fétiche et de source de bénéfices pour le capitaliste, il y a une communauté psychique de la plus-value au plus de jouir, on pourrait dire. Plus de jouir, c'est une expression de Jacques Lacan pour décrire aussi cette... C'est une expression vraiment maligne de Lacan d'employer ce terme de plus de jouir. Parce que plus de jouir, ça peut s'entendre aussi bien plus de jouir du tout pour le prolétaire que davantage de jouissance pour le capitaliste. Et c'est ce qui se passe. Je veux dire, l'affichage par les capitalistes de leur luxe, de leur yacht, de leurs avions, de leurs salaires, etc., c'est une forme, je dirais, d'exhibitionnisme qui est, je dirais, autant le moteur de leur jouissance, allons-y, que les bénéfices. L'argent, ils en ont déjà. Non, ça ne suffit pas. On vous reçoit aujourd'hui, Gérard Pommier, donc dans La Grande Table sur France Culture, pour cet essai Occupons le rond-point, Marx et Freud aux éditions Le Retrait. C'est plutôt rare de nos jours, dans le champ intellectuel ou politique, de voir des prises de position des psychanalystes, alors qu'ils ont été importants, évidemment, par le passé, dans les 70-80 notamment, dans ce champ intellectuel. Comment est-ce que vous expliquez, vous, ce retrait, en quelque sorte, des psychanalystes? Est-ce que c'est de leur propre fait? Est-ce que c'est parce qu'on a arrêté de les inviter? Comment est-ce que vous regardez ça?
Les psychanalystes, en tant que défenseurs du rêve, en tant qu'ils sont potentiellement sur les ronds-points, les capitalistes, les, On les... n'analysera pas ce lapsus. Non, s'il vous plaît. Les psychanalystes sont en quelque sorte marginalisés par un pouvoir qui les craint, d'une façon ou d'une autre. Je vais employer des mots un peu forts pour me faire comprendre. Les psychanalystes sont aujourd'hui des SDF à l'université, dans les lieux de soins. C'est-à-dire qu'il y a une lutte contre la psychanalyse de la part du pouvoir libéral qui ne supporte pas ce simple fait que nous sommes les tenants du rêve et de la libération de la parole. Par le pouvoir, mais pas seulement. Je pense à cette pétition lancée en octobre par la documentariste Sophie Robert, signée par une soixantaine de professionnels du soin, que ce soit des psychiatres ou des psychologues, invitant à exclure en quelque sorte la psychanalyse de l'université, qu'elle n'ait plus non plus le droit de citer dans les tribunaux. La pétition, on la trouve en ligne, vous y aviez répondu, mais je vous redonne l'occasion à ce micro de le faire. Sophie Robert, c'est donc une documentariste qui avait sorti un documentaire qui avait beaucoup fait parler en 2011 sur l'autisme et qui s'appelle Le Mur et c'est vrai qui révélait la mainmise, en tout cas telle qu'elle le voyait, de la psychanalyse sur le traitement de l'autisme avec tout un tas d'effets négatifs qu'elle démontrait. Vous étiez, je crois, d'ailleurs dans ce documentaire. Oui, j'étais dans ce documentaire, je me souviens plus ce que j'ai dit, mais enfin, je pense pas avoir dit de grosses bêtises, qu'elle a coupé, trafiqué, ainsi de suite, pour en faire une espèce de pièce à conviction contre la psychanalyse. Mais comme on est tous assez bêtes pour avoir signé et avoir fait confiance, elle s'en est servie et elle est utilisée, pour, en effet, entrer en guerre avec des soutiens par exemple, des gens qui sont au Conseil national de l'éducation nationale, messieurs Ramus, monsieur Dehaene, tout ça, c'est pas Sophie Robert, mais ils signent avec. Hein. Donc c'est bien le pouvoir d'État en tant qu'il ne supporte pas la libération que peut apporter la psychanalyse, qui est le véritable moteur. Alors c'est vrai que Sophie Robert, elle a fait sa pétition avec quoi? Avec 20 personnes. Il y en a 700 ou 800 qui l'ont rejoint. Mais les universitaires psychanalystes ont fait eux aussi une pétition qui a été signée par plus de 30 000 personnes. Alors il faut quand même pas... je veux dire, qui le sait? Ben maintenant que vous venez de le dire, ça se sait, Gérard Pommier. C'est vrai que vous venez de citer Stanislas Dehaene. Vous avez fait, je crois, en 2003 une thèse, ou en tout cas une habilitation universitaire qui travaillait justement sur cette relation entre les neurosciences et, parce que vous êtes psychiatre aussi, Oui. entre les neurosciences et la psychanalyse. Oui. Les neurosciences comme venant confirmer en quelque sorte un certain nombre de postulats psychanalytiques. Oui, absolument. Ça, il me faudrait une autre émission. Oui, il vous faudrait une autre émission. Il nous reste à peu près 1 minute. Donc, c'est vrai que. Voilà, mais c'est juste parce que c'est vrai qu'il y a cette tension en ce moment qui s'exerce entre les sciences sociales et les sciences cognitives. Ça, c'est certain, notamment sur la question de l'éducation. Ouais. Mais on voit que ça existe aussi avec la question de la psychanalyse. Bien sûr. Mais enfin, il faut voir les résultats. Les neuroscientifiques honnêtes, et j'ai été à beaucoup de conférences avec eux, ils se servent absolument pas de leurs résultats pour dire, par exemple, que la dyslexie est d'origine génétique. Il n'y en a aucune preuve. Ce sont des méthodes de ségrégation des enfants en difficulté. Donc, une mauvaise utilisation des neurosciences. Mauvaise utilisation des neurosciences, il y aura peut-être l'occasion, Gérard Pommier, je l'espère, de vous réinviter pour venir en parler. En tout cas, on peut lire Occupons le rond-point Marx et Freud aux éditions Le Retrait. Merci d'être passé par la Grande Table et merci à toute l'équipe programmation et préparation de la Grande Table ID. C'est Jean-Christophe Brianchon et Laura Dutèche-Pérez. À la programmation et préparation de la Grande Table Culture, Sophie-Catherine Gallet et Jeanne Copé, avec l'aide précieuse de Sophie Marty et de François Bérus. À la réalisation aujourd'hui, c'était Adrien Roch et à la prise de son, Jean Guillain. Meige, lundi, Olivia Gesbert sera de retour au micro de la Grande Table et à très vite sur les antennes de France Culture. Quant à moi, je vous retrouve dès demain à 18h10 pour Avis Critique.